Docteur Curté, bonjour. Oui, bonjour André. Merci pour votre temps en tout cas de cette interview. Un plaisir. Il y a un thème sur lequel je voulais vraiment avoir votre participation, vos éclaircissements. C'est le thème de l'éducation. Moi, un jour, j'ai assisté à une conférence du Dalai Lama. Puis il y a une personne fin de la conférence qui a demandé « Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement maintenant pour changer le monde ?» Il a répondu par l'éducation. Oui, bien sûr, mais il n'est pas le seul à penser ça. C'est vraiment ancien. D'accord. C'est sûr. Et donc, par rapport à au niveau de la santé, ce que vous pouvez proposer à travers vos enseignements, comment est-ce qu'on pourrait essayer d'impacter les choses, que ce soit en tant que parent, que ce soit en tant qu'enseignant à l'école? L'enfance, c'est vraiment notre valeur la plus importante. C'est eux qui sont la future humanité, les générations futures. Et pour le moment, c'est triste à dire, mais ils sont massacrés. Quand la femme si vous voulez, est polluée, elle est polluée partout. Donc, si vous voulez, on a des études qui montrent qu'il y a des polluants autour des ovocytes, déjà avant qu'ils soient fécondés. Oui. Ensuite, in utero, elle est polluée. Par ailleurs, sur le plan de l'éducation, à la nutrition, si vous voulez, à partir d'un certain développement, le fœtus goûte, il déglutit du liquide amniotique dans le ventre de sa mère, et des molécules qui viennent de l'alimentation de sa mère passent. Donc en fait, on a des études qui montrent que une femme enceinte qui ne sait pas que c'est important pour son enfant aussi de manger pas industriel, pas trop sucré, de manger des variés, des légumes, des choses qui ont du goût. En fait, l'éducation nutritionnelle commence in utero. D'accord. Et c'est vraiment très dommage parce que je pense que la plupart des gens ne le savent même pas. Alors déjà, quand on le sait, on a du mal à faire les choses, mais alors quand on ne le sait pas, c'est complètement perdu. Donc je pense que aujourd'hui, on nous demande d'apprendre à conduire, de passer un permis de conduire pour conduire une voiture, mais faire un enfant, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus important, et il n'y a pas de permis d'enfanter. Donc si vous voulez, je pense que là, il y a une carence de la société grave, parce que c'est comme d'une non-assistance à personne en danger. On a, en France, c'est hallucinant, un quart des femmes enceintes qui fument. Bon, il ne s'agit pas de les culpabiliser parce qu'elles fument, elles fument parce qu'elles ont des besoins mais qui ne sont pas remplis autrement. Mais par contre, le fait que personne n'intervienne efficacement pour leur donner des moyens alternatifs de s'équilibrer sans empoisonner leur enfant, ça c'est pas normal. Bon, c'est la même chose pour l'éducation nutritionnelle, donc il commence in utero pour éviter les polluants, les plastiques qui entourent les graisses, les bouteilles plastiques, ces polluants perturbateurs endocriniens, on sait maintenant que ça altère le développement cérébral de l'enfant. Ouais. Donc ça dépasse, si vous voulez, le problème d'éducation gustative, mais c'est lié en fait. Il y a toute une politique de ce que j'appelle moi la médecine préconceptionnelle, mais en fait c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est la société entière doit reconnaître la valeur des enfants, de leur donner un environnement, l'alimentation, enfin, tout ce qu'il y a de meilleur. Je pense que tout le monde du fond du cœur veut le faire, mais dans la réalité, on n'y est pas du tout. C'est pas le cas. Voilà. Donc, donc concrètement, une femme enceinte, les conseils qu'on pourrait lui donner, donc c'est éviter tout ce qui est plastique. Tout ce qui est plastique, surtout pour le gras. D'accord. Les sauces, les margarines, les plats préparés gras, là, les perturbateurs endocriniens passent fortement dans le produit. Oui. Ça, c'est pas acceptable. Et il y a pratiquement aujourd'hui, on n'a pas de plastique qui soit vraiment sain. Pour preuve, quand vous donnez cours, vous utilisez l'image d'une sauce bolognaise qui est mise dans un récipient plastique et qu'on voit. Donc on voit même quand on a nettoyé ce plat que ça reste. En fait, c'est parce que la sauce s'est transmise dans le plastique et donc forcément inversement. Alors sinon, donc l'éducation nutritionnelle, ça c'est des choses qu'on ne sait pas. Commence in utero, puisque l'alimentation de ce que consomme la mère, c'est pas seulement impacter le développement et le développement cérébral de son enfant, mais aussi son éducation gustative. Le fœtus a une vie culturelle. Il entend la voix de sa mère, il entend le rythme de son cœur, il perçoit des choses à partir d'un certain nombre de semaines, et c'est pareil pour le goût. Bon. Ensuite, l'allaitement. Aujourd'hui, on a encore dans nos pays, si vous voulez, un nombre d'enfants qui ne sont pas nourris au sein important. Et ça, c'est totalement inacceptable. Il faut bien comprendre que c'est un package. Si on fait un enfant, on le fait jusqu'au bout. Bon. Donc on le porte à l'intérieur de soi, il n'y a pas d'autre solution.
Et s'il y a 100 ans, on n'allaitait pas l'enfant, il mourait. Bon. Donc maintenant, on a des bouteilles avec des biberons qui n'ont rien à voir, mais absolument, quasiment. C'est aussi éloigné, si vous voulez, que le soleil et la lune. Ce qu'il y a dans le sein de la mère, c'est un lait qui donne une immunité pour 6 mois. Donc déjà, un enfant qui n'est pas allaité au sein est beaucoup plus à risque d'infection. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un nourrisson qui, à 6 mois, n'a pas eu plusieurs antibiotiques. Les antibiotiques détruisent la flore. La destruction de la flore entraîne du surpoids, un risque de diabète, d'allergie, de tas de pathologies. C'est totalement inacceptable. D'accord ? Bon. Ensuite, on sait que les enfants nourris au sein font moins d'allergies, qu'ils ont un meilleur développement cérébral, un meilleur QI à 8 ans. Enfin bon, tout est là pour dire, bon, l'allaitement, excusez-moi, devrait être obligatoire. À ce moment-là, on ne fait pas d'enfant si on ne veut pas allaiter. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'à cause, c'est un euphémisme déplacé de dire parce que la femme doit travailler. Bon, aujourd'hui, même les femmes qui travaillent ont un congé parental qui permet d'allaiter. Bon. Et si vous voulez, il faut savoir ce qu'on veut. C'est toujours ça. Donc, moi, je suis tout à fait heureux que les femmes puissent travailler, mais soit on fait un enfant bien, soit on ne le fait pas. C'est bon. Donc là, je pense que il ne faut surtout pas culpabiliser, mais il faut accompagner les gens qui veulent, je pense, de tout leur cœur, pour la plupart, faire du mieux, mais qui n'ont pas été accompagnés suffisamment pour le faire. Donc, si vous voulez, actuellement, il y a une carence de politique publique terrible à ce niveau-là. Je pense que toutes ces questions devraient être enseignées dès les petites écoles. Parce que, si vous voulez, chez l'enfant, avant l'adolescence, c'est un moment privilégié pour véhiculer plein de choses qui sont beaucoup plus faciles à véhiculer qu'à l'adolescence où on a une crise et on doit se définir soi en tant qu'identité, donc on s'oppose à ce qui est extérieur. C'est pas le meilleur moment. C'est un moment perturbé sur le plan cérébral, sur le plan hormonal, sur le plan... Il y a beaucoup d'énergie, dont on ne sait pas quoi faire. Bon. Et donc, si vous voulez, il faut, avant l'adolescence, profiter des années à passer avec les parents, avec l'école, avec des clubs, des stages, il y a des tas de formules de vacances intelligentes, si vous voulez. Par exemple, dès la maternelle, pourquoi les enfants ne feraient pas des plantations, même s'il n'y a pas un jardin. Bon, aujourd'hui, il y a un mouvement pour faire des jardins dans les écoles. C'est super, mais bon, toute école n'a pas forcément le terrain pour faire un jardin, mais ça, c'est une super idée. Donc, faire un jardin dans l'école, les enfants participent, ils mettent la main, ils voient ce que c'est. Si on n'est pas en contact avec la nature, on ne se rend pas compte de ce que c'est que l'aliment. Mais admettons qu'il n'y ait pas de terre, on a un pot, on met un haricot dedans, on le voit germer dans la semaine, c'est tout un monde. Je veux dire, c'est fascinant. Donc, je veux dire, c'est plutôt... Bien sûr, l'information, c'est intéressant de la passer, mais l'expérience, c'est beaucoup plus important. Et l'affectif, c'est-à-dire d'être savoir ce que c'est. On raconte toujours cette histoire-là d'enfants new-yorkais, on leur demande de dessiner un poisson, ils dessinent un rectangle parce que c'est le poisson congelé prépané qu'ils connaissent. Ils ne connaissent pas la forme d'un vrai poisson. C'est incroyable, mais c'est la réalité. Même dans nos écoles françaises, il y a des enfants qui ne savent pas ce que c'est qu'une asperge, un artichaut. Bon. Je veux dire, se remettre en contact avec la nature, c'est important pour sa santé, mais aussi pour son futur, si vous voulez, sa future relation aux aliments. Oui, tout à fait. Bon, alors après, il y a ce qu'on mange à l'école, la cantine. J'ai fait toute une charte là-dessus. Bon, c'est évident qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord, il faut manger plus de végétaux. Bon. Et les végétaux, les enfants parfois n'aiment pas ça. Mais qui n'aime pas ça souvent, ce qu'on appelle la néophobie, l'enfant qui veut manger que des frites, parce que déjà, in utero, il a été imbibé par les produits industriels, et ça donne une addiction. C'est une tendance à l'addiction à ce genre de produits qui sont d'ailleurs faits pour être addictifs, pour que les gens consomment indépendamment de leurs vrais besoins. Donc ce que la mère mange en étant enceinte va conditionner le goût chez l'enfant, ça crée son addiction. Mais tout le monde le sait, par exemple, si votre mère faisait de l'escalope panée quand vous étiez enfant, c'est inconscient, mais c'est attaché à des tas, on a endorphinisé. C'est ça. C'est ça. Ça crée tout un... Si vous voulez, l'alimentation, c'est pas que intellectuel, c'est surtout affectif, c'est irrationnel, c'est aussi pulsionnel. Donc, si vous voulez, si on ne tient pas compte de cette réalité, on va nulle part. Donc, faire des campagnes pour dire faut faire ci, faut faire ça,
c'est comme parler à un crocodile. Et bon, c'est pas la bonne façon. Ce qu'il faut, c'est amener dans un environnement, pendant que les enfants sont petits, leur donner le goût des fruits et des légumes, parce qu'ils ont été avec les parents en famille, le week-end dans une ferme, cueillir eux-mêmes leurs cerises, leurs fraises. Ça change tout. D'accord ? Oui, puis ça fait des souvenirs d'enfance plus tard, Voilà. on a envie de se reconnecter à ça. Voilà. Et puis, savoir proposer les légumes et les fruits. Bon, les enfants aiment les purées, bon, pourquoi pas mettre le légume dans la purée? Et puis, faire participer. Le dimanche matin, pour le brunch, les enfants peuvent faire les petits chefs. On leur propose de faire les recettes, ils vont au marché avec les parents, ils achètent, ils choisissent, ils composent le menu. C'est ça qui marche. C'est ça qui marche. Et à l'école, ça devrait être pareil. Il y a des commissions cantines, bon, mais pas dans toutes les écoles. Et donc, si vous voulez, il y a vraiment beaucoup de choses simples à faire, vivantes, conviviales, sympas, qui marchent et qui ne sont pas de l'endoctrinement. Oui. Selon vous, quelle est la place du bio là-dedans, dans cette éducation? C'est évident que les enfants devraient manger complètement bio. Les femmes enceintes déjà, pour les mêmes raisons qu'on a dites, parce qu'il y a moins de polluants, etc. Parce que le fœtus est encore plus fragile que l'enfant. Bon. Ensuite, là, le gouvernement français vient de lancer un plan comme quoi en 2022, 50% de ce qui sera mangé dans les cantines sera bio. Alors, il y a un maire, avec juste raison, le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, qui a réagi en disant « alors on ne va plus que les empoisonner à moitié ». C'est ça. Oui, bon, c'est un progrès, on est content qu'on progresse, mais si vous voulez, c'est quand même des choses qui sont tellement évidentes. Le pseudo-pragmatisme, ça ne marche pas. Il faut une volonté politique beaucoup plus claire pour faire avancer les choses. En plus, ça dynamiserait toute l'agriculture. Aujourd'hui, en France en tout cas, on importe énormément de bio parce que les agriculteurs ne sont pas capables de le faire. Ils vivent avec des salaires de misère, alors qu'avec le bio, ils auraient une meilleure marge. Mais il faut une politique. Bon, il y a des choses qui commencent à changer dans le bon sens, mais ça prend trop de temps. Je pense qu'il y a un manque de cœur souvent dans la gouvernance, ils sont un peu dans leur tour d'ivoire, ils ne sont pas sur le terrain, ils ne sont pas en contact avec les réalités, et soi-disant ils font de la réelle politique, mais bon, la réelle politique c'est qu'on massacre beaucoup de choses qui devraient être mieux prises en compte. Donc parce que les parents ont souvent tendance à dire oui, mais le bio c'est cher. Oui, non, on a la démonstration. Ce maire, Damien Carême, il fait 100% de bio dans ses cantines scolaires. D'accord. Et il dit ça coûte un petit peu plus, mais c'est la mairie qui paye. Et c'est une mairie qui n'est pas riche du tout. Hein. Et donc c'est tout à fait faisable. Il le fait depuis 20 ans. Ou 15 ou 20 ans. Oui, puis quand on va vers une alimentation beaucoup plus végétalisée, ça ne coûte pas forcément plus cher. Bien sûr, parce que les enfants, ceci dit, ont quand même besoin de viande. Pourquoi ? Parce que toutes les protéines végétales sont parfaites, il suffit de les associer, etc. Mais il y a un manque d'absorption du fer et du zinc qui sont importants pour l'enfant. Donc tout le monde a intérêt à manger plus végétal, mais s'il y a un bon rapport bénéfice-risque d'une viande évidemment de qualité, pas d'élevage industriel, bio, etc., pour l'enfance, la femme enceinte qui fait le bébé, c'est des petites populations qui, pour un certain temps, c'est utile pour elles d'avoir... d'autant plus, si vous voulez, que le zinc, par exemple, on pourrait le prendre avec complément, mais le fer, on ne peut pas, il est trop violent. Le fer est inflammatoire, il fait flamber tout le tube digestif. Donc, une viande de qualité a sa place dans ces populations-là, pour les enfants, pour les ados en forte croissance, pour les femmes enceintes. Merci. Par rapport au premier pas, souvent on a tendance à dire oui, mais je suis pressé par le temps, j'ai pas forcément le temps de préparer un bon repas, de prendre ce temps-là, etc. Quels pourraient être les premiers pas assez simples pour aller quand même vers des habitudes saines, je dirais quelque part sans perdre trop de temps non plus, parce que c'est vrai que on ouvre une barquette, on la met dans le micro-ondes, on mange en vitesse, etc. Oui, mais maintenant, si vous voulez, il y a des bons produits qui existent. Je ne suis pas contre les produits tout faits. Bon, c'est évident que c'est sympa d'acheter des produits frais, d'aller au marché, de cuisiner soi-même. Et en fait, c'est un double bénéfice, parce que quand on cuisine, on sait ce qu'on fait, mais en plus, on se fait du bien, parce que cuisiner, c'est une sorte de méditation. Oui. Et donc, en fait,
il y a une répercussion positive psychologique de faire de la cuisine. Ça ferait du bien aux gens de cuisiner de temps en temps, parce que c'est toute une ambiance. Voilà, c'est comme faire quelque chose avec ses mains, c'est comme, enfin en plus on se fait plaisir, ça crée de l'ambiance, c'est convivial. Et justement, il faut faire participer les enfants, toute la famille. Si c'est la ménagère toute seule fait tout, c'est aussi un poids. Donc, surtout le dimanche matin, par exemple, le brunch, c'est un moment où voilà, on ne travaille pas, on n'est pas pressé par aller à l'école ou au travail. Ça peut être un bon moment, ou les vacances, hein, pour que toute la famille fasse les recettes. On fait participer les enfants même à la conception des menus et à la préparation des plats. Et ça marche très, très, très bien. Super. Voilà. Alors après, pour le temps, évidemment, on vit une vie moderne assez bousculée, ce qui n'est pas toujours un bénéfice, mais surtout pour faire des choses parfois qui sont destructrices. Mais bon, il faut en tenir compte. Bon, mais il existe des solutions. Bon, d'abord, dans les boutiques bio, il y a des tas de plats préparés qui sont de bonne qualité. Pas tout, hein, parce que ça peut être bio, mais pas santé. Hein, par exemple, une huile de tournesol est trop riche en oméga 6, c'est pas la peine qu'elle soit bio, on s'en fiche, c'est pas la bonne huile. Donc l'huile de colza, il faut qu'il y ait des oméga 3, il faut quand même savoir qu'en boutique bio, il y a du sucre, et le sucre bio ou pas, c'est du sucre. Hein, bon. Donc tout n'est pas bon dans le bio, c'est bio et santé. Deuxième chose, c'est que vous avez du surgelé, qui est de très bonne qualité, mais du surgelé bio. Hein, vous achetez des purées toutes faites, de petits pois, par exemple. Tout ça, ça existe en bio. Des légumes surgelés gardent leur qualité. Absolument. Mieux que frais parfois. D'accord. Parce que ça bloque la destruction des vitamines. D'accord. Donc le surgelé est une très bonne solution aussi. Ok, super. Docteur, si on veut en savoir plus sur ce que vous communiquez, vous avez un site internet? Oui, ça s'appelle lanutritherapie.fr. Oui. Voilà. Sinon, les gens que ça intéresse peuvent s'adresser à vous. Je vous communiquerai la charte pour les cantines scolaires. D'accord. Ça, ils ont un petit peu le résumé. Sinon, voilà. Le livre le plus pratique, où on trouve un peu tous les conseils, c'est le livre sur Okinawa. Okinawa, là où on vit le plus longtemps au monde en bonne santé, c'est une bonne inspiration pour faire des bons choix. Ça s'appelle Okinawa, un programme global pour mieux être. Voilà. D'accord, on va mettre le lien sous la vidéo. Un grand merci pour votre temps. Merci André. Vraiment. Bonne continuation. Oui.